Bonjour à tous, c'est le jardinier de Wall Street. Bienvenue sur ma chaîne. Alors comme tu peux voir, j'ai fait évoluer le format de la vidéo de présentation d'action. Moi ça me permet de rendre la vidéo beaucoup plus dynamique parce que techniquement j'ai pas de script, donc du coup ça me permet d'être beaucoup plus naturel. J'espère que tu apprécieras. N'hésite pas à mettre un like et à partager cette vidéo et surtout à t'abonner, ça m'aide énormément pour le référencement. Et on passe tout de suite à la vidéo. Alors, elle va se décomposer en plusieurs parties. Tout d'abord, on va aller sur Zone Bourse pour regarder qu'est-ce que le management fait et quel est son fait d'armes. Donc, qu'est-ce qu'ils ont comme expérience. Ensuite, on va regarder un petit peu ce qu'ils vendent et où ils le vendent. Ensuite, on fait une analyse fondamentale en répondant aux 10 questions dans lesquelles je réponds d'habitude, alors que c'est mon avis subjectif, cela n'est pas une vérité absolue. Ensuite, on passe à une analyse quantitative et par la suite, on finira par une conclusion avec les forces, les faiblesses et la valorisation de la société. Allez, c'est parti. On se trouve devant Zone Bourse et comme tu peux voir, donc là on a l'équipe de dirigeants. Donc le CEO c'est Satya Nadella. Donc on peut voir qu'il est dans Microsoft depuis 1992 et Amy Hood est la directrice financière depuis 2002. Donc ça fait plus de 30 ans qu'ils sont au sein de la société, donc c'est une très bonne chose, mais tu peux pousser l'analyse un tout petit peu plus loin. N'hésite pas à les regarder si tu veux un peu plus en détail, mais les informations sont disponibles, donc on va regarder ensemble. Comme tu peux voir, déjà il a 800 000 actions, donc ça veut dire qu'il a, comme on dit en anglais, skin in the game, donc il est actuel, enfin il est engagé au sein de la société. Et donc tu actions au niveau de Starbucks, et comme tu peux voir là, si tu descends un tout petit peu, si tu vas dans expérience, donc tu peux voir tous les postes en détail de ce qu'il a occupé. Donc tu peux voir qu'il a une grande expérience au niveau du management, surtout au sein de Microsoft, et ça c'est une très bonne chose. Donc tu vois aussi toute l'historique en fait de ses directions, et tu peux voir aussi qu'il est membre en fait de direction au niveau de Starbucks et de l'université de Chicago. Donc ça veut dire que c'est quelqu'un qui a énormément d'expérience, et donc c'est quelque chose de très bien. Parce que techniquement, quand tu confies l'argent ou que tu achètes des actions, donc tu confies ton argent au PDG pour qu'il puisse l'investir au mieux pour faire croître la société. Donc c'est très important de regarder ce que le PDG ou le directeur financier ils ont comme expérience. Si jamais tu veux creuser un tout petit peu plus, n'hésite pas à aller sur Zone Bourse, mais moi ça me semble quelque chose de très correct. Donc on se retrouve sur Invest, et comme tu peux voir, donc ils vendent 50% de leurs produits aux États-Unis et 49% hors des États-Unis, donc c'est le reste de la France, planète quoi. Et donc quand tu veux voir la segmentation, donc on peut voir qu'ils sont très axés au niveau du cloud, donc ils ont le Windows aussi, le gaming et LinkedIn, où ils font beaucoup de ventes. Mais comme tu peux voir, vraiment leur cœur de métier c'est le cloud, et ils se développent là-dessus parce que justement je m'étais renseigné sur ce genre de... en lisant leur rapport financier. Donc tu peux voir qu'ils se développent énormément au niveau de l'IA et du cloud, c'est quelque chose qui leur rapporte énormément de sous. Et comme tu peux voir aussi, ils font des partenariats pour faire intégrer ChatGPT au niveau de Mercedes. Et ça c'est quelque chose qui m'a un peu surpris, mais ça m'étonne pas plus que ça. Donc c'est quelque chose qui est assez bien je trouve. Ce n'est que mon avis subjectif, je ne suis pas conseiller financier, donc du coup mes informations ne sont uniquement qu'à des titres informatifs. Donc du coup, là, on va passer à l'analyse fondamentale de la société, et donc je vais répondre aux 10 questions que je me pose à chaque fois lorsque je regarde une société en détail. Donc ces questions-là, c'est des questions qui sont personnelles, ça me concerne moi. Tu peux poser d'autres questions si jamais tu en as envie. Mais moi, c'est les questions que je trouve les plus pertinentes, et donc du coup, je vais partager mes réflexions avec toi. Alors la toute première question, est-ce que les produits répondent à un besoin essentiel? Alors techniquement, ce n'est pas de la bouffe qu'ils vendent, ce n'est pas de la santé, même s'ils vendent des logiciels pour la santé, mais au sens stricto sensu du terme, ce n'est pas des produits essentiels qu'ils vendent. Alors, est-ce que les ventes sont prévisibles et régulières? Alors, pour moi, oui, les ventes sont prévisibles et régulières, puisqu'en fait, avec leur système d'abonnement, que ce soit au niveau d'Xbox, du Pass Xbox, ou même de Microsoft 365, Teams, etc., ou même la vente de logiciels, en fait, ils ont un abonnement annuel lorsque tu vas avoir Word, Excel, etc. Donc ça, c'est des ventes qui sont prévisibles et régulières, parce qu'ils vendent à tout le monde. Donc ça, c'est quelque chose de très bien. Les produits sont-ils difficiles à remplacer? Bah, techniquement, vu que c'est les numéros un en fait de la vente et de la conception de logiciels pour ordinateur, donc oui, leurs produits sont très difficiles à remplacer, surtout que la plupart des sociétés, et donc la plupart de, enfin, que ce soit vous ou moi, on se sert et on est constamment en fait en contact de près ou de loin avec la société Microsoft, que ce soit au boulot ou à la maison. La quatrième question, est-ce qu'ils ont une forte valeur ajoutée? Alors, pour moi, personnellement, oui, parce que c'est des produits dont sont
indispensable pour la plupart des gens, surtout au niveau du travail, que ce soit les logiciels ou que ce soit la gestion de paye. Enfin, ils ont vraiment beaucoup de logiciels, que ce soit Excel, Word, c'est des logiciels que tout le monde se sert et ça rajoute une forte valeur ajoutée, mais notamment en fait au niveau du développement de la IA, comme on a pu voir par exemple avec l'intégration de ChatGPT, avec leur partenariat OpenAI avec Mercedes par exemple. Et donc par conséquent, la cinquième question, est-ce que les personnes peuvent acheter les produits sans s'endetter? Alors oui, parce que j'ai regardé les tarifs, c'est des tarifs qui sont tout à fait raisonnables et c'est des tarifs que tout le monde peut se le payer parce que par exemple l'abonnement pour Microsoft 365 où il y a Excel et Word ne coûte que 99 euros, le pack famille et le pack personnel il coûte 70 dollars si je dis pas de bêtises. Donc c'est des produits qui sont tout à fait raisonnables au niveau du prix. Et donc la sixième question, est-ce que la société a la possibilité d'augmenter ses prix facilement? Alors pour moi, oui, c'est très difficile de se remplacer, même s'il y a Google qui avec son Chromebook qui commence à prendre des parts de marché, ça va être très difficile que Google par exemple arrive à imposer au niveau de toutes les sociétés qui servent de Microsoft, même au niveau des logiciels militaires ou au niveau de la santé. On va aborder ce sujet-là un tout petit peu plus tard dans les forces et les faiblesses, mais c'est quelque chose où en fait même si on veut changer de logiciel, ça va être très compliqué. Donc, ils ont la possibilité de faire augmenter leur prix facilement. En fait, ils disposent d'un fort pricing power. La septième question, dispose-t-il d'un large panel de clients? Bah oui, parce que bon, ça sert à rien d'épiloguer là-dessus. Mais ils vendent à tout le monde, donc tout le monde est concerné par Microsoft. Donc oui, ils vendent un large panel. Et l'entreprise développe-t-elle, c'est la huitième question, au cœur de son métier? Alors oui, parce qu'il se développe au sein du cloud, ils se développent énormément là-dessus, et donc du coup c'est leur cœur de métier, même si de base ils développent des logiciels, enfin le cloud ça reste un logiciel, donc j'estime qu'ils se développent dans leur cœur de métier. Donc la neuvième question, dispose-t-il des perspectives de développement dans son industrie? Étant donné qu'ils commencent à intégrer l'industrie de l'intelligence artificielle, etc., moi je pense qu'ils ont des très belles perspectives dans l'avenir, surtout qu'en fait il y a certaines personnes qui disent que l'intelligence artificielle, même si ça fait des années en fait qu'on s'en sert, mais sans s'en rendre compte, il y a des fortes perspectives de développement au sein de l'IA et donc du coup qui se positionne là-dessus, c'est un très bon point. Et l'entreprise bénéficie-t-elle d'une économie d'échelle? Bah oui, parce que sinon, en fait, on va le voir dans l'analyse quantitative, ils n'auraient pas un aussi écart de marge, surtout opérationnel. Donc oui, ils disposent bien d'une économie d'échelle. Alors maintenant qu'on a fait le petit tour de mes 10 questions, que c'est mon avis subjectif, je t'affiche la note ici. Donc tu peux voir qu'elle obtient une note de 18 sur 20 au niveau fondamental. Pour moi, c'est une note qui est excellente. Et donc pour moi, c'est un grand oui. De toute façon, on le sait, Microsoft, c'est une société qui est solide. Et donc moi, ça me donne confiance pour investir dans ce genre de société, par exemple, avec une note fondamentale de la sorte. Allez, donc là maintenant, on passe à l'analyse quantitative. Et donc on va regarder un tout petit peu les chiffres. J'ai simplifié ma méthode de calcul au niveau de la présentation pour pas la rendre trop barbante. Donc on va passer tout de suite sur mon ordinateur. Mais avant ça, n'hésite pas à mettre un pouce et à t'abonner. Vraiment, ça moi ça m'aide énormément. Je me retrouve sur mon screener, donc le screener Wise. Toutes les informations viennent du screener Wise. Ça me permet de synthétiser les informations. Donc du croissance moyenne sur 5 ans est de 14%, ce qui est colossal. Et la croissance du free cash flow, donc des flux de trésorerie, est de 13% par an sur 5 ans, ce qui est énorme. Il y a une légère baisse en fait au niveau du free cash flow par rapport à 2022, mais tu vois, ils ont quand même, ils sont assis sur un matelas de cash assez énorme. Ils ont 59 milliards de dollars en flux de trésorerie, c'est énorme. Alors à titre de comparaison, le PIB de l'Estonie, il est à 50 milliards, donc ils pourraient racheter l'Estonie sans aucun problème avec les flux de trésorerie. C'est énorme. Mais tu peux y croire, même s'il y a une légère baisse. Moi, ça m'inquiète pas plus que ça, étant donné le matelas de cash qu'ils ont. Les marges brutes, elles sont colossales, c'est pareil. 68% de marge brute et marge d'exploitation à 39%. C'est vraiment énorme, c'est vraiment quelque chose de très bien. Ça prouve qu'ils ont vraiment un avantage compétitif parce qu'ils arrivent en fait à dégager des très excellentes marges, surtout des marges d'exploitation. Et la marge nette, on n'en parle même pas, ils sont à 33%, enfin 34%. C'est vraiment colossal comme marge. Ça montre vraiment que la solidité de la société. Par contre, tu vois, ils ont un R&D qui est à 19% du résultat brut. Ça veut dire que 19% du résultat brut part dans la R&D. Je pense que pour ce genre de société, c'est un tout petit peu faible. Et la VBA, donc c'est tout ce qui touche au salaire des administratifs, donc la pub, etc. Donc elle est de 23%, ce qui est correct, je trouve, selon moi.
Et le CAPEX, par contre, il est un tout petit peu haut. Mais par contre, moi, je vais changer mon système d'analyse parce que plus je lis d'informations sur la bourse et des livres sur des grands investisseurs, plus je me rends compte que mon barème de notation, il ne me correspond pas en fait. Parce que j'ai fait une formation où j'ai pris plus ou moins pour base en fait ce qui nous apprenait. Mais en fait, moi, ça ne me correspond pas. Donc, je vais le faire évoluer. Mais je vous ferai des vidéos là-dessus. La rentabilité, donc comme tu peux voir, la rentabilité elle est folle. Enfin, un ROE sur TTM, donc sur les 12 mois courants, de 39%, c'est énorme. Et sur 5 ans, il a une moyenne de 39,5, c'est colossal. Le ROAC, c'est pareil, 28% de TTM et 26% en moyenne sur 5 ans, c'est énorme. Et le ROA, c'est pareil, ils ont des très bonnes moyennes au-delà de 10%, ce qui est colossal. Moi, ce que j'aime bien, du coup, là, on va regarder au niveau du bilan. Ça, c'est quelque chose que je regarde particulièrement parce que c'est des critères que moi, j'estime très importants, notamment le debt to equity, donc la dette sur capitaux propres. La dette ne représente que 31%. Pour moi, c'est quelque chose d'excellent. Donc la dette to income, ça veut dire qu'il leur faut moins d'un an pour rembourser l'intégralité de la dette. Et ça, c'est pareil, c'est quelque chose de très important pour moi. Alors, moi, je préfère ce ratio par rapport au debt to EBITDA parce que techniquement, quand tu rembourses ta dette, tu la rembourses pas avec l'excédent brut d'exploitation, tu la rembourses avec ton résultat net. Donc, prendre le debt to EBITDA, pour moi, c'est une ânerie. Mais ce n'est que mon avis personnel. C'est pour ça que moi, je préfère cette information du debt to income, donc la dette sur le résultat net, combien d'années il faudrait. Le cash flow opérationnel par rapport à la dette représente 138%, ce qui est correct. Et par contre, le ratio actuel, donc les actifs court terme remboursent les passifs court terme à hauteur de 1 fois,22. C'est un tout petit peu bas. Moi, j'aurais préféré dans ce genre de société d'avoir un ratio au-delà de 1,5. Mais bon, les ratios ils sont excellents et pour moi c'est vraiment quelque chose, ça montre la qualité et la solidité financière de Microsoft, c'est quelque chose de très bien. D'ailleurs tu peux le voir sur ce graphique là, c'est une société qui a toujours été très peu endettée et que depuis 2019 malgré la crise, elle a tendance à baisser sa dette en remboursant sa dette et ce qui augmente la part de valeur en fait pour les actionnaires et c'est quelque chose de très bien. Ça veut dire vraiment qu'il y a une gestion au niveau de la dette et du bilan qui est vraiment excellente de la part d'Imi Hook et du PDG. Par contre, il y a quelque chose que j'ai regardé et que je trouve très pertinent, c'est qu'il y a eu pas mal de ventes ces derniers temps en fait de la part des initiés, notamment le PDG et le directeur et les directeurs où ils ont vendu beaucoup d'actions ces derniers temps, ce qui me laisse présager que l'action, ils le savent pertinemment qu'elle est surévaluée et donc du coup ils essayent de ramasser un maximum d'argent avant de racheter quand il va y avoir une petite correction. Mais ça, ce n'est que mon avis. En tout cas, moi, c'est une action de qualité, mais voir l'équipe dirigeante et les initiés vendre des actions me laisse présager que l'action, elle est surévaluée et donc du coup, ils sont en train de vendre pour encaisser les plus-values et racheter des actions un tout petit peu plus tard quand le prix deviendra un tout petit peu plus correct. D'ailleurs, comme tu peux voir, la part d'institutionnel est à plus de 70%, ce qui est colossal, et donc la part d'initiés ne représente que 0,05%. C'est vraiment c'est vraiment une société qui est détenue par des institutionnels, donc le prix est quelque chose de très très bien, c'est le rachat d'actions. Ils ont une politique de rachat d'actions qui est excellente. Ça veut dire ils cherchent à augmenter la valeur des actionnaires en rachetant des actions et ça c'est quelque chose de très bien. Tu peux voir que les actions n'ont cessé d'être rachetées depuis 10 ans et ça c'est quelque chose de très bien selon moi pour les actionnaires. Et si on regarde les dividendes, bon on va basculer sur un autre screener parce que je le trouve plus joli. Ils versent un dividende depuis 21 ans et sans interruption depuis 21 ans, ça c'est quelque chose de très bien, et qu'il est en croissance de 0,95 et donc un dividende en 2023 de 2,79 $ par action. Ce qui est quelque chose, c'est un rendement qui est plutôt faible, mais c'est quelque chose qui pourra durer dans le temps. Donc tu peux voir que le ratio de distribution par rapport au résultat net est de 26%. Mais là, on va aller sur Invest pour regarder le ratio de distribution par rapport au free cash flow que je trouve beaucoup plus pertinent parce que c'est à travers les free cash flow qu'on verse des dividendes. On se retrouve sur Moonding et donc comme tu peux voir le ratio de distribution par rapport au free cash flow, il est de 35%. C'est légèrement plus haut par rapport au ratio de distribution de résultat net. Mais tu vois, c'est pour ça que je trouve beaucoup plus pertinent de regarder en fait le ratio de distribution par rapport au free cash flow parce que ça nous donne une vision beaucoup plus claire de l'argent qui reste à la société pour investir dans sa croissance organique. Et là, tu peux voir qu'il est de 35%.
et qu'en général il a eu une légère augmentation, mais ils sont maintenus à des niveaux corrects. Moins de 60% de ratio de distribution, pour moi c'est quelque chose de très correct. Bon, comme tu peux voir, je t'affiche la note quantitative par rapport à mon ancien système. Il va un tout petit peu changer, de pas beaucoup, mais je tenais vraiment à te rendre ça un tout petit peu plus simple. Donc c'est pour ça que j'ai pas abordé tous les points. Mais là, si tu veux mettre pause, tu peux regarder chaque point que j'ai abordé en détail. Mais tu peux voir que mon niveau d'une note quantitative, Microsoft se retrouve avec un 18,5 sur 20, ce qui est excellent. Donc un 18 sur 20 en note fondamentale et 18,5 au niveau quantitatif. Ça montre bien que c'est une société solide et qu'elle mérite la place au sein d'un CTO ou d'un compte titre. Mais attention, ceux-ci ne sont pas des conseils d'investissement, ça ne concerne que moi. Moi, je détiens cette action au sein de mon portefeuille, mais ça ne concerne que moi. Et je t'invite à faire tes propres recherches si jamais tu veux faire entrer Microsoft dans ton portefeuille, si ce n'est pas encore le cas. Alors voilà, là on va passer tout de suite à la valorisation avant d'aborder la conclusion et les points forts et les points faibles éventuels de Microsoft. Donc j'ai déjà fait tous les calculs, mais ça c'est pareil, je vais le faire évoluer parce que ça correspond pas tout à fait à ma synthèse d'investissement. Donc du coup je vais faire des recherches par rapport à la juste valeur des actions. Mais pour l'instant c'est la meilleure façon que j'ai pour moi d'analyser la valeur intrinsèque d'une société. Donc du coup on va continuer comme ça tant que j'ai pas trouvé une meilleure solution pour faire une juste valeur d'action. Alors voilà, si on fait le tour des prix que j'ai obtenus selon les analystes, donc le juste prix pour Vice selon l'Evo EG est de 161,32 dollars par rapport à une discounted free cash flow, donc ils estiment un juste prix à 335 dollars et 62 cents. Selon Morningstar, le juste prix serait de 420 dollars et selon Invest, leur juste prix serait de 297,71 dollars. Selon GoFocus, donc le juste prix serait de 374 dollars et 75 centimes et selon leur méthode de discounted free cash flow de 292 dollars et 58 centimes. Donc ce qui nous fait une moyenne pour les analystes de 313 dollars et 66 centimes et pour un prix idéal d'achat de 282,30 centimes. Le prix de marché à l'heure à laquelle je tourne la vidéo, la société elle est cotée à 420 dollars et 72 centimes. Alors ça veut dire qu'elle serait surévaluée de plus 49%, ce qui est énorme. Et moi j'ai quand même mis pour vérifier un petit peu par rapport à ma méthode Graham entre guillemets, mais bon je suis pas le seul à l'avoir trouvé je pense. Donc en faisant la valeur intrinsèque par rapport à la Graham, en prenant le free cash flow par action et le coef empirique, etc. Donc ça nous donne une valeur intrinsèque de 85 dollars et 39 centimes. Donc ce qui ferait une surévaluation de plus 300%, ce qui est énorme. Donc bon, je l'ai en portefeuille. Pour l'instant, je ne la renforce pas parce que pour moi, c'est clairement trop cher. Mais bon, le meilleur moment pour investir, c'était hier et le deuxième meilleur moment, c'était aujourd'hui. Donc, est-ce que c'est vraiment pertinent de se dire ça? Est-ce qu'elle va croître ou pas? Bon, pour l'instant, je n'ai que ces informations-là, donc je me contente. Et pour l'instant, je ne pense pas la renforcer dans les jours à venir, à part s'il y a une petite correction. D'autant plus que les initiés, ils ont fait des ventes, ce qui me laisse présager aussi et penser que l'action, elle est éventuellement vraiment surévaluée. Mais ça, ce n'est que mon avis personnel. Allez, on passe tout de suite aux forces et aux faiblesses et on se retrouve tout de suite. Et donc pour conclure, si on fait le point entre les points forts et les points faibles, donc du coup, au niveau des points forts, Microsoft est le leader mondial dans son domaine, donc ça c'est quelque chose de très très bien, donc elle peut imposer ses prix facilement. Elle a une position dominante au niveau du cloud, un des marchés qui risque d'avoir un fort potentiel de croissance dans les années à venir, et ça c'est très très bien aussi. Une diversification au niveau de ses activités en passant de LinkedIn, le cloud, la vente de logiciels, le gaming. Donc ça c'est quelque chose de très très bien. Ça veut dire qu'elle n'est pas dépendante d'un seul et unique produit. Donc ça c'est quelque chose de très bien. Elle innove, donc elle est investie énormément dans l'innovation. Même si j'estime que pour la taille de cette société-là, elle devrait peut-être investir un tout petit peu plus parce qu'elle se fait attaquer surtout au niveau de Google dans son cœur de métier de base, vraiment le logiciel de Word, etc. Elle a une large base client, mais un peu comme toutes les big tech, que ce soit Google ou même d'autres sociétés de la big tech, Apple, etc. Ils ont une large base client, donc ça c'est inhérent aux entreprises tech, surtout américaines. Et
elle a une forte dépendance vis-à-vis de l'État, mais dans le bon sens. Ça veut dire que les États, même s'ils veulent interdire les produits de Microsoft, ils ne peuvent tout simplement pas, parce que même au sein des États et des gouvernements, beaucoup de gouvernements sont dépendants des technologies de Microsoft, et ça c'est un très très bon point que Microsoft détient, d'avoir une telle puissance, même de faire plier certains États, même si, par exemple, on va le voir aussi au niveau des points faibles, donc il y a une concurrence intense, et en fait elle a des risques réglementaires dans le sens où, par exemple, certaines données de santé françaises sont hébergées dans des serveurs américains. Ça, c'est quelque chose pour lesquels moi, je suis un petit peu moins fan. Parce que bon, j'estime que c'est le genre de données où l'État français devrait être en mesure de les protéger sans devoir faire appel à des sociétés qui ne sont pas souveraines, on va dire ça comme ça. Mais ça, c'est mon avis personnel. Et donc, au niveau des points faibles aussi, le rachat de start-up. Alors certes, dès qu'il y a un concurrent qui peut leur faire de l'ombre, donc ils vont le racheter, mais certains se sont avérés fructifiants, mais d'autres pas tout à fait. Donc du coup, faut savoir qu'ils se rachètent énormément de startups en 2021. Je crois que c'était 13 sociétés, 13 startups, et en 2022, ils en étaient à 10. Donc vraiment, ils ont une politique agressive de rachat de startups, mais ça peut leur porter préjudice s'ils font pas attention à ce qu'ils s'achètent. Et donc du coup, on a fait le point au niveau de tous les avantages et de tous les inconvénients de détenir Microsoft. J'ai fait un tour complet. Alors ce n'est que mon avis personnel, donc n'hésite pas à faire tes propres recherches et donc à me dire ce que tu en penses dans les commentaires. Moi je vais me lancer des défis d'analyser une société minimum par semaine. C'était le jardinier de Wall Street. Je sème des pièces aujourd'hui pour récolter des billets demain. Ciao les amis.